Alors, je crois qu'il y a un glissement de sens qui fait que la laïcité, qui a toujours signifié la neutralité de l'État, l'État comme arbitre, comme impartial, pour être l'État de tous ses citoyens, et on glisse vers la neutralité de l'individu dans la vie publique. Et là, c'est une déviation de la laïcité, mais dont certains n'ont pas conscience. Et c'est pour ça que la laïcité, qui était un thème progressiste, devient de plus en plus un thème repris par la droite dure et l'extrême droite. Et donc il y a ce glissement de sens qui aboutit à une différence entre les forces politiques et sociales qui se réclament de la laïcité par rapport à ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui. On peut dire qu'il y a une certaine entreprise de Nicolas Sarkozy qu'on retrouve dans plusieurs facteurs où il y a un mouvement d'éloignement de la démocratie ou des structures démocratiques. Alors ça se trouve au niveau de la laïcité, où la laïcité devient à la fois une sorte d'identité culturelle de la France, mais tournée vers le passé, vers un passé mythique. Et alors du coup, c'est une laïcité judéo-chrétienne qui se confessionnalise. Et puis de l'autre côté, il y a cet aspect ultra-laïque où il y aurait la neutralité de l'espace public. Bon, donc il y a une sorte de grand écart qui est fait, et moi je rattache ça un petit peu à une tradition française qui était la tradition gallicane, le gallicanisme, qui existait avant la laïcité, où il y avait une sorte d'intervention du pouvoir politique en matière de religion. Et j'espère que, effectivement, après les élections présidentielles, on remettra la laïcité sur ses pieds et on en reviendra à la conception qu'avait la loi de 1905 de la laïcité, où la séparation des églises et de l'État était explicitement ordonnée à la liberté de conscience et à l'égalité des citoyens devant la loi. Si vous voulez, ce que la laïcité demande, c'est qu'il n'y ait pas une domination de la religion dans l'espace public ou dans les services publics, mais l'expression religieuse est libre, comme est libre d'autres formes d'expression. Et par exemple, le fait de s'habiller, eh bien, on ne devrait pas, en matière de laïcité, considérer de manière différente l'habit qui aurait une signification religieuse d'une autre forme d'habit. Et là, c'est les mêmes règles qui devraient s'appliquer à tout le monde. Donc il y a une focalisation sur le religieux qui est contraire à ce qui a été fait en 1905, parce qu'en 1905, justement, ce que Aristide Briand, l'auteur de la loi, disait, c'est que ça doit être indifférent, disons, qu'un habit ait une signification religieuse pour la personne qui le porte, ou n'ait pas de signification religieuse. Bon. Et donc, c'est cela qu'il faut retrouver. Et la demande de la laïcité à tout individu dans la vie publique, c'est de respecter la conviction de l'autre et de ne pas être agressif par rapport à l'autre. Mais on peut vivre tranquillement sa religion, aussi bien dans l'espace privé que dans l'espace public. Ce qui est très intéressant, c'est que la loi de 1905, déjà, essaye d'apporter une solution à une France qui a déjà une certaine diversité, puisqu'il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des juifs. Bon. Et puis il y a des libres penseurs, des gens qui se rattachent au culte. Donc il y a déjà cette diversité. Cette diversité, depuis, s'est accentuée. Par les flux migratoires qui sont plus importants, par la mondialisation. Il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des orthodoxes aussi suite au régime bolchevique, etc. Donc il y a une plus grande diversité religieuse, culturelle, mais finalement, la loi de 1905 nous donne une méthode, c'est-à-dire qu'elle a déjà essayé de trouver une solution pour la diversité de l'époque, et en reprenant l'esprit de cette loi
on peut trouver une solution, c'est-à-dire que finalement l'État ne doit pas se mêler de religion et ne doit pas prendre parti en matière de religion parce qu'à ce moment-là, il favoriserait une catégorie de citoyens par rapport à une autre. Les religions ne doivent pas être officielles, ils ne doivent avoir aucun caractère d'officialité, mais par contre, les religions doivent être libres et elles doivent bénéficier des libertés démocratiques, comme d'ailleurs toutes les familles de pensée qui peuvent s'exprimer et qui peuvent concourir au débat démocratique et au débat républicain. Moi, je pense que justement une laïcité bien comprise est quelque chose qui doit de plus en plus s'imposer dans le monde, dans la mesure où tous les pays deviennent des pays plurireligieux, pluriculturels. Bon. Et donc, pour qu'il n'y ait pas deux catégories de citoyens, eh bien, on sera obligé d'inventer des règles de laïcité qui peuvent être différentes suivant les traditions nationales, suivant les lieux géographiques, etc. Il n'y a pas un modèle monolithique de laïcité qui s'appliquerait de manière intemporelle à tout le monde, mais il faudra bien inventer des modèles qui finalement permettent de respecter la liberté de conscience et permettent de respecter le principe de non-discrimination. Et si on fonctionne selon ces deux principes, on est forcément dans une créativité laïque, puisque on est obligé de séparer, disons, ce qu'on appelle la société civile des croyances religieuses qui sont les volontaires et libres et qui sont les choix personnels de chacun. Alors moi je dirais d'ailleurs que les religions y trouvent leur compte, parce que pour qu'une religion soit authentique, il faut qu'elle soit portée personnellement par celui qui fait l'acte de foi. Si c'est du conformisme social, c'est pas une religion très authentique. C'est la laïcité qui doit être compatible avec l'exercice tranquille de toutes les religions. Et que il n'y a pas, si vous voulez, une laïcité qui serait posée comme ça en dehors des religions, et puis la religion qui devrait être compatible. La laïcité a été inventée pour résoudre des conflits politico-religieux. Bon. Donc la laïcité doit être la règle du jeu qui permet à chacun de pratiquer tranquillement sa religion et de vivre à côté d'autres qui ont des religions, des convictions différentes. Bon. Donc, a priori, il n'y a pas de problème particulier pour l'islam. Il peut avoir des problèmes pratiques pour l'islam ou pour d'autres religions quand il y a des spécificités alimentaires, par exemple, et que telle institution ne peuvent pas faire 6 ou 7 sortes de repas. Bon. Et là, il faut un accommodement réciproque de chacun, il faut offrir la possibilité de repas sans porc ou de repas sans viande, par exemple, et il faut que les gens comprennent que, autant chez eux, ben, effectivement, ils mangent ce qu'ils veulent, autant dans des lieux où il y a institutionnel, on ne peut pas forcément leur servir exactement le menu qu'ils souhaiteraient. Bon. Mais ce genre d'accommodement, il se fait raisonnablement dans plusieurs endroits, et les crispations qui sont faites sont des crispations haineuses. Bon, je vais prendre un exemple. Bon, dans beaucoup d'apéritifs conviviaux, eh bien, il y a du saucisson, mais il y a aussi des petits fours ou des choses comme ça qui n'ont pas de porc ou des choses comme ça. Il y a du vin, mais il y a aussi du jus d'orange. Chacun prend ce qu'il veut et ce qu'il lui souhaite. Ça pose pas de problème particulier. Quand par contre on intitule l'apéritif saucisson pinard, là c'est une appellation haineuse parce que on veut signaler par cela que ceux qui mangent pas de saucisson, ceux qui ne boivent pas de vin, seraient de mauvais Français. Ou cela. Bon, c'est dirigé contre les musulmans, c'est dirigé aussi contre les juifs d'ailleurs. Bon. Et là, il y a une volonté de discrimination et il y a une volonté haineuse. Bon. Et donc, il faut bien voir que, si vous voulez, il y a une diversité qui peut se vivre. Bon. Et puis, il y a des gens qui veulent séparer les gens des uns des autres et qui veulent créer des antagonistes entre les gens. Et ces gens-là, il faut combattre leurs actions.
À l'époque, l'islam existait dans les colonies. Bon. Et donc, dans la loi de 1905, dans les débats, on n'a pas tellement évoqué l'islam. On a par contre dit qu'il y aurait des décrets pour chaque colonie pour adapter la situation aux différentes colonies. Et malheureusement, du coup, cet article 43 qui prévoit donc des décrets d'application un peu différents a fait que la loi de 1905 n'a pas été véritablement appliquée en Algérie. Et ce sont des musulmans, des organismes musulmans, des oulémas qui ont réclamé l'application de la loi de 1905 en Algérie. Et ça n'a jamais été réellement fait. Et quand on y a songé de manière véritable, c'était trop tard parce que c'était l'époque de la décolonisation, c'était l'époque de la guerre d'Algérie. Et donc là, la France laïque a failli, elle était république à l'intérieur, mais au niveau de l'empire colonial, elle n'a pas réalisé ses promesses. Moi, je crois qu'il faut établir clairement une distinction entre le droit à la critique et les propos haineux et l'appel à la haine. Alors, le droit à la critique, c'est une critique argumentée, si vous voulez, ça fait partie du débat, on n'est pas d'accord avec tel truc. Bon, moi, je prendrai un exemple, j'ai discuté avec des femmes qui portent un voile intégral, et je leur ai expliqué en quoi, personnellement, je n'étais pas d'accord avec le voile intégral. Je n'étais pas d'accord avec une loi qui l'interdise, mais en quoi, personnellement, j'estimais que le voile intégral était de chercher une sorte de pureté absolue et que ça me paraissait une voie sans issue, par exemple. Bon, donc j'ai discuté, j'ai débattu, et elle pouvait me répondre, et voilà, et on parlait. Bon. Par contre, les propos haineux, c'est des propos qui pratiquent l'amalgame, qui essentialisent les gens, qui les globalisent, disons, comme si on pouvait connaître ce qui se passe dans leur tête, alors que c'est déjà bien difficile de savoir ce qui se passe dans la sienne. Bon. Et je crois que c'est très important de faire cette distinction-là. Les premiers relèvent du libre débat, et les seconds, quand il y a ces propos haineux, il faut avoir recours devant les tribunaux. Et je dirais qu'il y a eu, entre 2005 et 2008-2009, il y a eu une institution qui s'appelait la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui n'avait pas encore beaucoup de moyens, mais il y avait un processus intéressant et elle a essayé de faire du bon travail. Et malheureusement, Nicolas Sarkozy a supprimé la HALD, et il me semble qu'il faudra que le prochain président de la République, si ce n'est pas Nicolas Sarkozy, rétablisse la HALD et lui redonne des moyens.